Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. OK, bonjour tout le monde. On est à l'épisode numéro 123 de Indépendance financière et hypothèque. Je veux faire un peu changement aujourd'hui des 3 derniers épisodes. J'essaie de compléter le livre Breaking Free from Broke, se libérer d'être fauché. Je fais un chapitre par épisode. On prend une pause cette semaine. Je n'irai pas avec le prochain chapitre. Je vais plutôt y aller de façon plus haut niveau. On va répondre à des questions fréquentes sur l'indépendance financière. J'en ai sorti quelques-unes. Je me mets un timer de 3 minutes par question, puis ça va être ça l'épisode aujourd'hui. Je vais faire quelques questions. Je vais revenir à la fin avec le club privilège, puis le mini-cours pour la manœuvre Smith. J'y vais tout de suite avec la première question fréquente sur l'indépendance financière. Je démarre mon minuteur de 3 minutes. Première question, combien d'argent faut-il pour être indépendant financièrement? OK, la grande question qu'on voit souvent passer sur les médias sociaux. La réponse fréquente à ça, c'est la règle du 4 %. On va regarder ses dépenses annuelles, multiplier ça par 25 pour obtenir un montant cible. OK? C'est un peu la règle de base du mouvement FIRE. Techniquement, si on est capable d'accumuler un certain montant, 4 % de ce montant-là annuellement, on est capable de générer ça sur les marchés financiers. Et puis, on est capable de vivre de ce montant-là si nos dépenses sont effectivement 4 % de ce montant-là. Donc, on peut le regarder de cette façon-là. Moi, une façon que j'aime répondre à ça, combien d'argent faut-il pour être indépendant financièrement? La façon que je le vois, OK, je ne le calcule pas tout à fait comme ça. Moi, je vois ça plus comme une échelle. On part de zéro, on se rend, oui, à l'indépendance financière, mais dès qu'on accumule un peu, dès que notre patrimoine s'accumule, on devient de plus en plus indépendant financièrement. Pour moi, ce n'est pas noir ou blanc, ça c'est très important. Qu'on accumule 1 million ou qu'on accumule 10 000, à 10 000 $, on est un petit peu plus indépendant financièrement qu'à 0 $ dans notre compte de banque. Donc ça, c'est comme un point que je voulais mentionner sur cette question-là. Combien d'argent faut-il pour être indépendant financièrement? On ne va pas nécessairement mettre l'emphase sur le montant final. C'est pas comme pendant tout le temps qu'on va accumuler notre patrimoine, on va être malheureux, on va souffrir, puis rendu à ce chiffre-là, on va être heureux. Ça marche pas comme ça parce que c'est bien connu que ceux qui pensent de cette façon-là, souvent arrivent à la fin et se rendent compte que il n'y a pas vraiment de changement, on n'est pas vraiment plus heureux. Donc ça, c'est important de, oui, OK, combien d'argent faut-il pour être indépendant financièrement, mais il faut le voir plus comme un voyage, un cheminement. Il faut le voir comme au fur et à mesure qu'on accumule, qu'on soit rendu à 5 fois nos dépenses, 10 fois nos dépenses, jusqu'à 25 fois nos dépenses, on peut le voir comme on est en chemin, on est un petit peu plus indépendant financièrement. Donc ça, c'est important. Sinon, on peut regarder à peu près, moi j'ai fait une recherche ici, c'est quoi le coût de la vie de base au Québec pour une personne seule? On dit qu'une étude de l'Institut de recherche d'information socio-économique estime qu'il faut un revenu après impôt environ 30 000 à 43 000 par an pour vivre dignement au Québec. Tu sais, ça, c'est un beau chiffre, je trouve. C'est quoi le coût de base de dépenses pour vivre dignement au Québec? On dit que c'est entre 30 000 et 43 000. Mais à ce moment-là, si on fait la règle du 4 %, on dirait que c'est entre 768 000 et 1 million de dollars qu'on pourrait être considéré indépendant financièrement. Dignement, on pourrait dire dignement indépendant financièrement. Donc voilà, ça termine ma réponse à la question combien d'argent faut-il pour être indépendant financièrement? OK. On va passer à l'autre question, à la prochaine question. La prochaine question, c'est comment savoir où j'en suis dans mon parcours vers l'indépendance? Excellente question parce que
Ben, comme je viens de dire, on ne peut pas voir notre situation comme on n'est pas indépendant financièrement et du jour au lendemain, on est financièrement indépendant. On le devient progressivement au fur et à mesure qu'on accumule notre patrimoine, que notre valeur nette augmente. Donc, comment savoir où je suis rendu dans mon parcours vers l'indépendance? Ben, c'est de calculer sa valeur nette. Okay? Le concept de valeur nette, actif moins passif, on inclut la résidence principale là-dedans. On calcule ça. Donc, on peut à ce moment-là savoir à peu près. Donc, moi, je calcule ma valeur nette, rendue à 2 millions de dollars en valeur nette. Ben, je suis rendu, je pense que je suis capable de vivre dignement avec ma conjointe. Si on est un couple, on serait capable de vivre dignement de nos revenus, de notre valeur nette. Donc, on peut considérer qu'on est rendu quand même très proche de l'indépendance financière. Une autre façon de savoir où est-ce qu'on est rendu sur notre parcours vers l'indépendance, c'est de regarder les 5 étapes. Les 5 étapes dont je parle souvent sur le podcast, c'est-à-dire se libérer de l'endettement, ensuite accumuler sa mise de fonds, accumuler son fonds d'urgence, acheter sa propriété, rembourser son hypothèque. On peut se fier un peu à ces étapes-là aussi pour voir où est-ce qu'on est sur notre parcours vers l'indépendance financière. Mais je pense que la clé, c'est vraiment de calculer, de faire le suivi de ses finances personnelles, le suivi de sa valeur nette, le suivi de ses dépenses aussi, parce que comme on a vu à la question numéro 1, nos dépenses vont déterminer le montant qu'on a de besoin. Donc, en sachant notre valeur nette, en connaissant nos dépenses annuelles ou ce qu'on vise comme train de vie, indépendance financière pour arrêter de travailler complètement, ben ça va nous donner une idée où est-ce qu'on est sur notre parcours vers l'indépendance financière. Okay? On peut regarder aussi d'autres indicateurs clés comme le taux d'épargne, le ratio d'endettement, l'équilibre entre consommation et investissement. Ça, c'est toutes des choses. Mais comment savoir où j'en suis dans mon parcours vers l'indépendance financière? Ben, c'est en faisant le suivi de nos finances personnelles, notre valeur nette, notre budget, nos dépenses. Donc, c'était la réponse à la question comment savoir où j'en suis dans mon parcours vers l'indépendance. Prochaine question sur l'indépendance financière. Quelles sont les meilleures façons d'améliorer mes finances? Si vous écoutez le podcast, je lance beaucoup d'idées qui reviennent souvent sur comment améliorer nos finances personnelles. On va parler des meilleures façons. Il y en a plusieurs. Là. Okay, je peux en dire plusieurs ici parce que la question, c'est vraiment quelles sont les meilleures façons d'améliorer mes finances. Bon, on va parler de dépenser moins que ce qu'on gagne. On va parler d'obtenir la paix financière. Okay? Avoir la paix financière, ça va nous permettre de réfléchir et d'aller plus loin dans notre parcours financier. Lorsqu'on est stressé financièrement, c'est difficile d'avancer. Donc, la paix financière, c'est quoi? C'est éviter les dettes, OK? Parce que les dettes, avoir des obligations, prendre de l'avance, c'est-à-dire devoir travailler pour payer ce qu'on a consommé dans le passé, ça va nous amener du stress. Ça ne nous amènera pas la paix financière. Donc, quand je parle de paix financière, pour moi, c'est central pour être capable d'améliorer nos finances. Lorsqu'on n'a pas la paix financière, on va être porté à aller se concentrer sur d'autres choses, sur le plaisir, peut-être sur dépenser, sur profiter de la vie. Alors que pour moi, la paix financière, c'est central. Allouer du temps pour ses finances personnelles. Une fois par mois, une fois par semaine, dépendamment de où est-ce qu'on est dans notre cheminement, regarder justement, calculer notre valeur nette, faire son budget, puis se faire un plan. OK? Si on a des dépenses qui s'en viennent, les planifier. Si on a des projets qu'on veut faire, des voyages, bien, c'est d'y penser d'avance, essayer de réfléchir après ça à, oui, comment on va améliorer nos revenus, revoir un peu nos dépenses. Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas nécessaires dans ce qu'on dépense en ce moment? Est-ce qu'on a une voiture neuve qu'on a achetée puis qu'il y aurait peut-être façon, finalement, qu'on se rend compte que ça, c'est une grosse partie de nos actifs en ce moment puis c'est une grosse partie de notre dette. Est-ce qu'on devrait revenir en arrière là-dessus puis plutôt aller chercher une voiture plus petite qui coûte moins cher? Donc, mettre du temps sur toutes ces questions-là puis prendre action avec des petites habitudes. Donc là, on parle encore quelles sont les meilleures façons d'améliorer mes finances.
Des petites habitudes, OK? Bon, la première habitude, c'est de regarder régulièrement ses finances personnelles, peut-être une fois par mois, prendre l'habitude de le faire, de mettre par écrit son budget, puis après ça, prendre des petites actions, des habitudes. Donc, va faire en sorte que petit à petit, au fil des années, on va devenir meilleur et nos finances personnelles vont s'améliorer. OK? Donc, ça, c'est la meilleure façon. Augmenter ses revenus. Évidemment, une fois qu'on a la paix financière, qu'on mesure nos choses, qu'on prend le temps d'y penser, peut-être qu'on a une façon, une progression de carrière. Oh, c'est la fin du 3 minutes. Évidemment, épargner, investir, l'éducation, faire son éducation financière, retarder la gratification, c'est un gros morceau, OK? Puis être en couple avec quelqu'un qui peut aussi différer la gratification. Notre partenaire de vie a un gros, pas un gros rôle à jouer dans nos finances personnelles, mais il va avoir un gros impact sur nos finances personnelles. Est-ce que notre couple avance en un seul bloc vers l'indépendance, vers le futur? Est-ce qu'on a des projets, des buts en commun, des rêves en commun? Ça l'aide à être capable de différer la gratification. Puis tout ça, c'est les meilleures façons d'améliorer nos finances personnelles pour moi. Donc, voilà, ça c'était la réponse à quelles sont les meilleures façons d'améliorer mes finances. Ensuite, prochaine question, on va parler de... la question, c'est comment gérer un fonds d'urgence efficacement? Donc, pour gérer un fonds d'urgence efficacement, bien, premièrement, le calculer de combien qu'on a de besoin. Bon, la règle du pouce, 3 à 6 mois de dépenses courantes. Si on a des emplois très stables, s'il y a très peu de chances qu'il y ait des urgences dans notre vie, peut-être que 3 mois de dépenses courantes, c'est suffisant dans notre fonds d'urgence. Si on est travailleur autonome, si on est plus à risque avec notre emploi, si on a une situation plus instable, peut-être que 6 mois de dépenses courantes est préférant. On peut même aller jusqu'à 12 mois de dépenses courantes si on n'est pas encore rassuré à 6 mois. Puis, donc ça, c'est pour déterminer vraiment le montant qu'on a de besoin. Donc, dépenses courantes. On n'a pas besoin de mettre là-dedans les dépenses extra, là, les voyages, les restaurants. On a besoin des dépenses courantes. L'idée avec le fonds d'urgence, c'est que s'il y a une urgence, on n'aura pas besoin d'aller sur la carte de crédit. On va se donner du temps pour se retrouver un emploi. On va se donner du temps. On va payer la dépense imprévue, la maladie. On va se donner un peu de temps pour justement se faire une nouvelle stratégie. OK? Peut-être après ça, diminuer nos dépenses, revoir notre situation. Donc, c'est vraiment ça que le fonds d'urgence nous donne. L'idée, c'est ensuite de ne pas se fier à la carte de crédit, à la marge de crédit pour son fonds d'urgence. C'est bien d'avoir l'argent dans un compte à intérêt élevé, peut-être un compte épargne à intérêt élevé ou simplement un compte épargne normal. Là. C'est correct là, d'avoir cet argent-là qui ne fructifie pas. On ne va pas se dire que chaque dollar doit nécessairement faire du 10%. Là. C'est correct d'avoir ce coussin-là, OK, qui nous sécurise. Ça va peut-être diminuer nos besoins d'assurance. Le fonds d'urgence, pour moi, il est important pour nous apporter la paix financière. Oui, le compte épargne, peut-être un compte épargne à intérêt élevé. C'est bien de l'avoir séparé de notre compte de banque d'opération, OK, juste pour le mettre de côté, pour ne pas le voir à chaque fois qu'on fait nos dépenses. Donc, c'est une bonne idée de l'avoir à part dans un compte séparé. On peut mettre ça, si on a une plateforme de courtage en ligne, dans un cash.to, donc un fonds négocié en bourse qui représente des comptes à intérêt élevés. Moi, personnellement, j'ai fait ça pour mon fonds d'urgence. Peut-être dans le CELI, c'est une bonne idée de mettre son fonds d'urgence dans le CELI. Si on a l'espace, si on n'a pas l'espace, c'est pas grave, on le met dans un compte épargne normal, puis c'est bien correct. Donc voilà, ça c'était comment gérer un fonds d'urgence efficacement. On en veut un, puis on veut l'avoir proche, liquide, on ne met pas ça dans un CPG. On veut l'avoir à portée de main s'il y a une urgence, on l'utilise. On n'a pas besoin d'aller sur la carte de crédit, d'aller emprunter en cas d'urgence. C'est ça qui est important. Ensuite, prochaine question fréquente sur l'indépendance financière. Peut-on devenir propriétaire tout en visant l'indépendance financière? Parce que là, il y a beaucoup de gens qui disent que normalement, là, devenir propriétaire, ça nous empêche de viser l'indépendance financière parce que le coût des maisons sont élevés, ça prend une grosse mise de fonds, puis lorsqu'on achète une maison, on n'est pas en train d'investir. Bon, moi, j'ai
j'ai une réponse nuancée par rapport à ça. Je pense que devenir propriétaire, au contraire, ça peut nous aider, ça va nous aider. L'important ici, c'est d'y aller avec un logement équivalent. Tu sais, c'est certain qu'entre être à logement, un 4,5, puis s'acheter une maison unifamiliale avec un terrain, c'est certain que la maison, on a plus de confort, on a plus d'espace. C'est normal que ça coûte plus cher versus un logement, un 4,5. Donc, pour moi, la question de devenir propriétaire versus être locataire, c'est il faut y aller à logement égal. Donc, un 4,5, on va y aller avec un condo. Donc, entre être locataire d'un 4,5 ou être propriétaire d'un condo équivalent, c'est beaucoup mieux pour moi si on est capable d'accumuler la mise de fonds, d'aller vers le condo. C'est de l'épargne forcée. Ça va nous aider à être indépendant financièrement parce qu'on va avoir l'exonération fiscale pour l'augmentation de valeur. On va profiter de l'augmentation de valeur de l'immobilier. On va embarquer sur l'échelle de la propriété. L'important, c'est d'y aller selon nos moyens. On va regarder peut-être les tests d'indépendance financière avant d'acheter. J'en ai parlé sur plusieurs épisodes dans le passé. On va regarder nos ratios, revenus, endettement. On va se libérer de l'endettement. On va se mettre en position pour pouvoir devenir propriétaire. On ne va pas le faire à tout prix, OK? Peut-on devenir propriétaire tout en visant l'indépendance financière? Absolument. OK? Pour moi, c'est même plus facile de devenir indépendant financièrement si on devient propriétaire, mais il faut le faire de la bonne façon. On va commencer dans le bas de l'échelle. On ne va pas commencer avec la grosse maison. On va acheter le petit condo en partant, puis on va augmenter comme ça. Mais on va être propriétaire. On veut être propriétaire quand même. Si on veut viser l'indépendance, ça va être beaucoup plus facile. On peut le faire sans devenir propriétaire, devenir indépendant financièrement, c'est-à-dire rester locataire puis juste investir, mais ça va être plus difficile. Il faut avoir une plus grande discipline. Ça va être juste vraiment plus difficile. On n'aura pas droit à l'exonération gain en capital pour la résidence principale. Donc, voilà. Peut-on devenir propriétaire tout en visant? Oui, on peut, même que c'est plus facile si on le fait. Mais, au contraire, je comprends l'idée qu'entre être à logement dans un petit logement 4,5 ou avoir une grosse maison, c'est certain qu'aller acheter une grosse maison, ça peut nous nuire pour viser l'indépendance financière. Donc, faire attention quand même de ne pas tomber dans le piège d'acheter une maison qui est trop grosse selon nos moyens. On va le faire, on fait les choses dans l'ordre. On se libère de l'endettement, on accumule notre mise de fonds, on retarde la gratification. Okay, ça, c'est toujours très important. Prochaine question que je veux répondre, question fréquente sur l'indépendance financière. Quand devrais-je commencer à investir pour l'avenir? Quand devrais-je commencer à investir pour l'avenir? Bien, évidemment, le plus tôt possible. Tous les gourous en finances personnelles vont vous le dire, le plus tôt possible, il faut commencer à investir ou à épargner. Moi, je donne l'exemple de ma belle-fille. Dès l'âge de 7 ans, tu sais, je lui disais, OK, quand tu reçois des sous en cadeau, tu en prends une partie, tu la dépenses, tu en prends une partie pour des cadeaux, pour la générosité, puis tu en prends une partie, puis tu le gardes pour toi, c'est pour ton futur, c'est pour ta future maison, c'est pour tes études, c'est pour... Tu le gardes, ça fait... Tu sais, puis... donc, le plus tôt possible, tu sais, moi, j'ai commencé à accumuler de l'argent plus mi-vingtaine, mais parce que j'avais pas nécessairement, quand j'étais ado, cette urgence-là. C'est rare quand on est adolescent, mais moi, j'encourage, j'ai aucun problème à encourager des très jeunes à être conscientisés à l'idée qu'il faut épargner, accumuler son patrimoine le plus tôt possible, évidemment. On est dans une société où est-ce que ceux qui ont du capital ont un gros avantage sur ceux qui n'ont pas de capital. Le travail a de moins en moins de valeur. Le coût de la vie augmente, les salaires n'augmentent pas aussi vite. Ceux qui ont le gros avantage, c'est ceux qui ont un capital. Donc, c'est pas pour accumuler, pour être riche, puis c'est pour se protéger, c'est par nécessité, c'est pour la survie qu'on doit accumuler un capital, malheureusement, jusqu'à temps qu'éventuellement, peut-être qu'il y ait une justice plus équitable, que les inégalités soient réduites par rapport à ceux qui détiennent le capital et ceux qui n'en détiennent pas, mais je vous dirais que c'est une nécessité, malheureusement, de commencer le plus tôt possible. OK? Ensuite,
À l'inverse, là, je vous donnerai un point de vue nuancé à cette question-là. Quand devrais-je commencer à investir pour l'avenir? Je vous dirais que si vous avez des dettes, c'est pas le temps d'aller nécessairement investir. Si vous avez des dettes de consommation, je pense qu'on devrait plutôt mettre l'emphase sur rembourser les dettes. Parce que ça ne donne rien d'aller investir si on a un boulet attaché où est-ce qu'on paye de l'intérêt, puis où est-ce qu'on continue à dépenser des choses pour lesquelles on n'a pas encore gagné l'argent. Là, ça ne fonctionne pas, on ne fait pas les choses dans le bon ordre. Donc, quand devrais-je commencer à investir pour l'avenir? Si tu as des dettes, commence par rembourser tes dettes. Fais pause sur l'investissement, puis donne-toi cet objectif-là que toi, tu veux investir le plus tôt possible, mais qu'avant, tu dois rembourser tes dettes et tu dois prendre la décision de ne plus jamais utiliser... C'est un piège, c'est la société, c'est les riches, c'est la société capitaliste qui fait en sorte qu'on pense que c'est normal, qu'on peut s'endetter pour s'acheter une voiture, pour dépenser, mais en réalité, c'est un piège qui nous garde esclaves, okay, des riches, du capital. Donc, on va se libérer de ça. On va investir, oui, mais une fois qu'on n'aura plus de dette, c'est tellement important de se libérer de l'endettement de consommation, de prendre cette décision-là, que ça vaut la peine de faire pause sur l'investissement. Au lieu de ça, moi, je vois beaucoup de gens qui, oui, vont comme vraiment insister sur investir, mais on a des dettes, on continue à utiliser le crédit pour les voitures, puis fait que d'un côté, on investit, d'un côté, on s'endette. Ça fait que oui, on progresse peut-être, mais pas aussi rapidement. On reste esclave. En réalité, on reste esclave de notre travail. On n'accumule pas autant de capital qu'on devrait si on fait ces deux choses-là en même temps. Donc, c'est pour ça que moi, je dis oui, il faut commencer le plus tôt possible, mais si on a des dettes, en réalité, il faut faire pause sur l'investissement, puis plutôt se concentrer sur, oui, notre fonds d'urgence, rembourser nos dettes, ça c'est important, notre base financière, puis après ça, on investit. OK, ensuite, choisir le bon véhicule, CELI, REER, CELIAC, faire notre éducation, les véhicules fiscaux, acheter notre résidence principale, ça aussi, ça va être un gros atout vers notre indépendance financière. Donc s'il faut choisir entre investir puis acheter notre propriété, il faut faire comme un compromis un peu par rapport à ça. Il y a comme on peut dire, bon, 15%, je vais le mettre pour investir pour le futur, mais je vais aussi mettre de l'importance sur accumuler ma mise de fonds, acheter ma propriété. Parce que ça va m'aider beaucoup vers l'indépendance financière. Ça fait partie de l'investissement, là. Investir selon ses objectifs. Donc voilà, c'était quand devrais-je commencer à investir pour l'avenir en beaucoup plus que 3 minutes, malheureusement. Mais ça fait le tour là, des questions fréquentes que j'avais pour vous cette semaine. Je vous rappelle le Club Privilège. OK? Ça, c'est une façon d'être en contact avec moi. J'envoie un courriel par mois. Il y a une question à laquelle vous pouvez répondre dans ce courriel-là. Pour participer à un concours, je fais tirer un beau prix, une valeur entre 1 000 et 4 000 $ par mois. Pour vous inscrire au Club Privilège, vous pouvez aller sur mon site web frédériclacharité.com/club-privilège. Vous allez être automatiquement inscrit. Vous allez recevoir les courriels une fois par mois du Club Privilège. Ensuite, peut-être vous avez entendu parler de la manœuvre Smith. Si vous avez une hypothèque ou si vous songez à acheter votre propriété bientôt, vous pouvez mettre 20% de mise de fonds, puis que vous pensez que la manœuvre Smith, c'est pour vous, c'est une façon de, oui, rembourser son hypothèque plus rapidement, mais investir en même temps, c'est quelque chose qui se fait depuis longtemps au Canada et moi, j'ai l'accréditation avec l'organisme Manœuvre Smith. Il y a des technicalités pour faire ça. Il faut choisir le bon type d'hypothèque. Il faut avoir le bon type de compte aussi, bien structurer ses comptes pour s'assurer que l'intérêt soit vraiment déductible d'impôts. Il y a la mise à part de l'argent aussi qui peut être discutée si vous avez une propriété locative. Donc, tout ça, vous pouvez aller voir mon mini-cours en 7 modules sur mon site web, encore là, frédériclacharité.com/manœuvre-smith. Vous pourrez entrer votre adresse courriel pour avoir accès au mini-cours en 7 modules. C'est 7 vidéos d'environ une dizaine de minutes chaque. Vous pouvez aller voir ça. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous souhaite un bon cheminement vers l'indépendance financière. Merci. Si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à me laisser des étoiles, un rating ou un commentaire dans Spotify ou Apple Podcast. Pour plus de contenu, allez suivre ma page Facebook Indépendance financière et hypothèque. Et
Si vous voulez en savoir plus sur mes services ou voulez prendre rendez-vous avec moi pour me parler, allez simplement sur mon site web frédériclacharité.com. À bientôt!